Georges Claver Bouzanga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez apporter des éclaircissements sur les différentes phases du processus RAID? Oui, merci beaucoup. Le processus RAID est fondé sur 3 phases. La phase 1, qui est la phase de préparation des outils stratégiques et techniques. C'est pendant cette phase-là qu'on met en place la stratégie nationale RAID+, qu'on met en place les niveaux de référence, les sauvegardes environnementales et sociales, le cadre juridique approprié à la RAID, les organes des outils. Bref, on met en place tous les outils stratégiques et techniques qui vont permettre de mettre en place le processus RAID+. Et la deuxième phase, c'est la phase d'investissement. C'est cette phase-là qui permet de mobiliser les financements internationaux qui sont mis en place dans le cadre des changements climatiques, dans le cadre du développement durable. Et la troisième phase, c'est la phase de paiement, les paiements des efforts dus à la réduction des émissions. Et je profite pour dire que la République du Congo est parmi les pays les plus avancés du processus RAID+, parce que nous avons finalisé la phase 1. La phase 1, on a finalisé le 31 décembre 2018. Et à partir de 2019, nous avons entamé, avec l'autorisation de la communauté internationale, la phase 2 et la phase 3. La phase 2, c'est la phase d'investissement. Et la phase 2 a été concrétisée par la signature de la lettre d'intention pour la mise en place de la stratégie nationale RAID+, du plan d'investissement de la stratégie nationale RAID+, par le chef de l'État. Le chef de l'État a signé la lettre d'intention avec le président Macron. Le président Denis Sassou Nguesso a signé avec le président Macron la lettre d'intention de l'initiative des forêts du bassin du Congo, qu'on appelle CAFI, pour la mise en place du plan d'investissement de la stratégie nationale RAID+. Donc c'est le chef de l'État qui a lancé officiellement la phase d'investissement. Donc aujourd'hui, la République du Congo se trouve dans la position d'aller explorer les niches financières qui ont été mises en place dans le cadre du climat, qui ont été mis en place dans le cadre du développement durable pour drainer ces financements internationaux au niveau du Congo. Donc c'est cet effort-là qui reste à faire. Donc ça demande la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des ministères, l'ensemble des parties prenantes, de manière à convaincre les bailleurs internationaux, convaincre les donateurs internationaux, convaincre les institutions financières internationales, de manière à ce que les financements soient drainés en faveur du Congo. Je vous donne l'exemple. Le Brésil a eu 1 milliard de dollars américains de la Norvège. C'est en don. 1 milliard de dollars américains, c'est l'équivalent de 580 milliards de francs CFA. Et le Congo peut, au stade où nous sommes, le stade de la phase 2, la phase d'investissement, chercher à mobiliser ces sommes importantes pour booster le développement, booster la croissance économique. Et la phase 3, qui est la phase de paiement, a aussi été mis en place, a été lancé, et la concrétisation de ce lancement va se faire d'ici le 30 novembre 2020 avec la signature du contrat d'achat des crédits de carbone du programme Songa Likwala. Et nous pensons qu'à cette signature-là, le chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, verra ou déléguera le ministre des Finances pour signer au nom du gouvernement le contrat d'achat des crédits de carbone avec la Banque mondiale. Donc c'est pour dire que à ce jour, le Congo est en plein dans le processus RAID+. Le Congo peut déjà tirer les avantages de la RAID+, parce que les guichets internationaux sont ouverts pour permettre au Congo de mobiliser les financements internationaux. Les guichets internationaux, les marchés carbone sont ouverts pour permettre au Congo de vendre les crédits de carbone. Et les crédits de carbone, ce n'est pas seulement les institutions publiques qui sont chargées de les vendre. Même les individus, les populations locales autochtones peuvent vendre les crédits de carbone. Et nous avons un document juridique aujourd'hui qui permet à toutes les parties prenantes de vendre les crédits de carbone au même titre que se fait la vente des autres produits. Et c'est pour cela que le carbone forestier est devenu un produit de la diversification économique, parce qu'en dehors du bois,
nous comptabilisons désormais le carbone forestier dans les produits économiques. Nous comptabilisons le carbone forestier comme un produit de la diversification de l'économie. D'une manière plus simple, c'est quoi le niveau de référence des forêts? Ok, c'est juste le niveau de référence, c'est un plafond que l'on met pour les pays. Ce plafond-là, c'est le niveau qu'il ne faut pas dépasser pour le cas des émissions. Bon, je prends un exemple simple. Hein, le niveau de référence, c'est un niveau qui permet de se référer pour apprécier l'effet d'une action. Lorsque vous prenez par exemple l'exemple le plus simple, c'est les examens. Les élèves qui font le baccalauréat, qui font le BPC, on leur fixe un niveau de référence, c'est la moyenne de passage. C'est-à-dire lorsque le pays a décidé que le niveau de référence pour le bac c'est 12, tous les élèves qui ont atteint 12 et plus passent. Et dans le cas de la RED+, on met en place un niveau de référence qui est calculé selon les approches méthodologiques mises en place par les experts de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et ce niveau de référence, c'est un niveau pour lequel c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. La ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et chaque pays est obligé de mettre en place son niveau de référence pour ne pas dépasser cette ligne rouge-là. Et le Congo a mis en place son niveau de référence et nous pensons que dans le cadre des réductions des émissions, nous allons respecter ce niveau de référence. Et je vous donne l'information. Le Congo, c'est le premier pays francophone RED plus la planète qui a soumis officiellement son niveau de référence à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Nous avons échangé pendant une année avec les experts de la Convention et à la suite de ces échanges-là, le niveau de référence des émissions du Congo a été approuvé par la Convention. Merci beaucoup. Il y a également un point très important. Vous avez dit que dans le processus RED+, que les peuples, donc qu'il s'agisse de la partie étatique ou privée, pouvaient eux également bénéficier de ces avantages. Comment est-ce que le citoyen lambda peut bénéficier des avantages de ce processus RED+? Ok, pour le cas de la République du Congo, un arrêté a été publié, c'est l'arrêté 113 de janvier 2019. Cet arrêté donne la possibilité à tout citoyen de la République du Congo, à toute personne physique ou morale, de devenir promoteur d'un projet RED. Promoteur d'un projet RED, ça veut dire que vous devez avoir une forêt, parce qu'on parle de RED+. Promoteur d'un projet RED, ça veut dire que vous devez avoir une forêt. Et le fait d'avoir la forêt, vous pouvez placer cette forêt-là sur le marché carbone. Donc, je vous ai dit au début de l'interview que la moitié du poids de l'arbre, c'est le carbone forestier. Et le carbone forestier est converti en équivalent carbone, en équivalent dioxyde de carbone, donc en crédit de carbone. Donc lorsque vous avez une tonne de crédit de carbone, vous le multipliez par 3,67. Et 3,67, c'est simplement 44 divisé par 12. Bon, ça, c'est vraiment assez technique. Donc, vous avez votre tonne de carbone, vous le multipliez par 3,67 pour avoir l'équivalent dioxyde de carbone. Et un équivalent dioxyde de carbone, c'est un crédit de carbone. Donc, lorsque vous avez votre forêt, ça peut être des populations autochtones, des populations locales, ça peut être aussi une entreprise. Vous avez une forêt plantée ou une forêt naturelle, vous comptez le nombre d'arbres qu'il y a dans votre forêt. Donc, vous faites un inventaire forestier, vous comptez le nombre d'arbres qu'il y a en forêt, et pour chaque arbre, vous évaluez la quantité de carbone qu'il y a dans l'arbre. Et c'est cette somme de quantité de carbone qu'il y a dans l'arbre qui vous permet d'avoir votre potentiel carbone. Et l'arbre, le carbone, bon, pour les spécialistes savent qu'il y a 5 pôles carbone.
le carbone de la partie à la biomasse aérienne, donc la partie aérienne qui va du dessus de la souche jusqu'au sommet de l'arbre. Vous avez le carbone souterrain, donc la biomasse souterraine qui va de la souche jusqu'aux racines. Mais vous avez aussi le carbone dans le sol. Donc, puisque le sol qui soutient l'arbre, vous avez aussi le carbone dans le sol, mais vous avez aussi le carbone de la litière. Donc, les feuilles qui tombent, qui pourrissent, constituent la litière. Donc, ce carbone-là est comptabilisé. Et vous avez aussi le carbone du bois mort. Malheureusement, dans la comptabilisation de carbone pour les pays en développement comme le nôtre, où la recherche scientifique a encore quelques difficultés pour pousser le processus parce qu'eux aussi n'ont pas suffisamment de moyens financiers. Nous ne comptabilisons que le carbone de 2 poules. Sur 5 poules, nous ne prenons que 2 poules. Donc, vous voyez toute la quantité de carbone qu'il y a dans les 3 autres poules. Le pool biomasse, la litière, le pool biomasse, le pool du sol, le carbone du sol et le pool le carbone du bois mort, ces poules-là ne sont pas comptabilisées. Donc sur 5 poules, on ne prend que deux poules, en fait 2 cibles hein, qui sont comptabilisées et ça réduit le potentiel carbone. Donc ce carbone-là, une fois comptabilisé, on le convertit en crédit carbone pour le mettre sur le marché du carbone. Nous sommes sur un marché volontaire. Il y a plein d'acteurs qui s'activent sur le marché volontaire avec des prix volatiles, les prix très disparates. Mais nous sommes sur un marché volontaire et nous pensons que les populations qui veulent se lancer dans la vente des crédits de carbone n'auront qu'à se rapprocher des organes du ministère de l'économie forestière, parce que le processus REDD+ est sous la tutelle du ministère de l'économie forestière. C'est un processus transversal, mais du point de vue du management technique, c'est sous la tutelle du ministère de l'économie forestière. Ces personnes physiques ou morales peuvent se rapprocher du ministère de l'économie forestière pour avoir de plus amples informations, pour avoir un accompagnement de manière à aller vers le marché carbone pour concrétiser l'arrêté 113 qui a été publié en janvier 2019. Monsieur le coordonnateur, est-ce que dans votre démarche, vous envisagez des formations qui seront faites à l'endroit des citoyens lambda pour qu'eux également, qu'ils ont cette connaissance-là, ils peuvent estimer en termes financiers, combien est-ce qu'ils peuvent gagner s'ils ont au moins 1 hectare de forêt, ainsi de suite là. Oui, les formations, nous avons amorcé les forêts. Et je profite pour saluer l'activisme de certaines ONG comme Éveil d'Afrique, comme le Forum panafricain des ambassadeurs du climat, comme le caucus des jeunes. Ces ONG-là se sont rapprochés de la coordination pour des formations. Et nous avons commencé à faire des formations au niveau des jeunes diplômés sans emploi à Pointe-Noire, à Oyo et à Brazzaville. Bon, ce n'est pas encore suffisant, mais nous allons poursuivre ces formations de manière à permettre aux citoyens lambda de comprendre le processus. Il n'est pas difficile, il est facile. Même la maman qui va au marché, qui n'a pas fait l'école, peut comprendre facilement le processus de calcul de quantification du carbone, parce que c'est simplement, lorsque vous avez un arbre, c'est prendre la circonférence de l'arbre. Donc, à partir de la circonférence de l'arbre, vous avez le diamètre de l'arbre, et il y a des formules qu'on utilise à l'école primaire, hein, au CM1, CM2, des formules qu'on applique pour calculer le volume de l'arbre. Et lorsque vous avez le volume de l'arbre, le passage volume tonne n'est pas difficile, c'est une conversion. C'est une conversion qu'on fait, on passe des mètres cubes en tonnes. Et lorsque vous avez des tonnes, c'est la tonne, les quantités de biomasse. Et cette quantité de biomasse-là est convertie en carbone, parce que la moitié du poids de l'arbre, c'est le carbone. Donc lorsque vous avez par exemple 10 tonnes de biomasse,
vous avez 5 tonnes de carbone parce que la moitié du poids de l'arbre, c'est le carbone. Mais généralement, on ne prend pas 50%, on prend 49% parce qu'il y a une marge d'erreur. Donc ça, c'est une fois que vous avez le carbone, vous passez directement aux équivalents carbone. Donc si vous aviez abattu cet arbre-là, l'émission, le carbone se serait échappé à partir des émissions. Le fait de ne pas avoir abattu l'arbre, vous faites ce qu'on appelle l'évitement de la déforestation. Donc vous vendez aux pollueurs ce que vous n'avez pas échappé, vous n'avez pas dégagé. Et c'est l'occasion, par exemple, aujourd'hui on peut développer des partenariats, par exemple avec Air France qui pollue, avec les entreprises, les cimenteries qui polluent, avec les grandes entreprises en Europe, en Amérique qui polluent, de manière à vendre les crédits de carbone. Monsieur le coordonnateur, je crois que nous devions être plus pratiques. Et il y a derrière nous un arbre que vous aurez le plaisir de nous démontrer réellement quelles sont ces poules de stockage de carbone et quelle est la partie, ou bien quelles sont les parties qui concernent le Congo dans le cadre des crédits carbone. Oui, ici nous avons un arbre. Bon, ce n'est pas un bel exemple parce que les premières grosses branches commencent très bas. Et sur l'arbre a deux grandes parties. La partie souterraine qui va de la souche aux racines. Bon, généralement les forestiers disent que la souche c'est à 1,30 m du sol, mais on peut considérer qu'ici la souche, si on prend la souche, donc vous avez la souche de là jusqu'à toute la partie racinaire, c'est ce qui constitue la biomasse souterraine. Et de la souche jusqu'au sommet de l'arbre, jusqu'à la terminaison là-bas, c'est la partie aérienne. Et dans cette partie aérienne, nous avons le fût. Le fût qui part de la limite de la souche à la première grosse branche. Donc lorsqu'on fait l'inventaire forestier, on comptabilise les arbres. La comptabilisation des arbres en inventaire forestier, on prend le diamètre de l'arbre. Donc le diamètre de l'arbre, nous prenons la circonférence. Donc avec un ruban métrique, on prend la circonférence de l'arbre, donc le tour de l'arbre. On le prend et il y a des formules qui permettent de calculer le diamètre. Donc, lorsque vous avez la circonférence de l'arbre, vous le divisez par le pi, 3,14 pour avoir le diamètre. Et lorsque vous avez le diamètre, ce diamètre-là vous permet d'avoir le volume de l'arbre. Donc le volume de l'arbre par la formule qui vous permet d'intégrer dans votre formule le diamètre et la hauteur. Et ici, nous avons dans le cadre de processus RED+, la possibilité d'intégrer le houppier. Le houppier, c'est ce qu'on appelle la tête de l'arbre. Donc toute la partie constituée par les branches constitue le houppier. Dans le cadre de la RED+, nous comptabilisons le volume du fût et nous prenons aussi ce qu'on peut estimer comme volume du houppier. Malheureusement, dans le cas des pays comme le nôtre, où la recherche n'a pas encore finalisé l'ensemble des travaux dans le cadre du processus RED+, nous évaluons le volume du houppier en affectant des facteurs qu'on appelle des facteurs par défaut qui ont été mis en place dans le cadre de la convention. Et nous avons donc le volume la quantité de carbone qu'il y a au niveau de la partie aérienne. Au niveau de la partie aérienne, nous avons la quantité de carbone au niveau de la partie souterraine, mais c'est ce qu'on appelle les poules. Donc le POO, P avec 2 O et le L. C'est des zones, des zones de carbone. Donc nous avons là 2 zones, la partie aérienne et la partie souterraine. Mais il y a encore 3 zones ou 3 poules qui ne sont pas pris en compte dans nos calculs parce que nous n'avons pas les données nationales. C'est le carbone qui est contenu dans la litière.
La litière, c'est toute la saleté qu'il y a au bas de l'arbre. Et ça constitue la litière. Et là, au-dedans, il y a le carbone. Mais nous avons aussi le carbone du sol. Vous voyez, l'arbre là est soutenu par le sol. Il faut considérer le carbone du sol. Et en dehors du carbone du sol, en dehors du carbone de la litière, nous avons aussi le carbone du bois mort. Parce que nous avons des branches qui tombent, qui constituent le bois mort. Et ce bois-là est comptabilisé. Le bois des branches mortes qui tombent, mais aussi le bois aussi des arbres morts debout qui constituent le carbone du bois mort. Donc dans la comptabilisation du carbone en ce qui concerne la République du Congo, avec les échanges que nous avons eus avec les experts de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la conclusion était que la recherche forestière dans le domaine de la comptabilisation du carbone chez nous n'a pas encore des données nationales et nous sommes autorisés à ne comptabiliser que le carbone de la biomasse aérienne et de la biomasse souterraine. Donc on perd des quantités importantes de carbone constituées par la litière, constituées par le bois mort, constituées par le sol. Non, continuez, monsieur Bouza. Oui, donc on perd cette information et ça diminue le potentiel carbone de nos pays. Ça diminue aussi la valeur de ce que nous pouvions gagner dans le cadre du carbone. Donc, un arbre ne peut pas faire l'objet d'une vente de carbone parce qu'un arbre, ce n'est pas la forêt. Donc, il faut avoir une forêt pour commencer à rentrer dans les transactions carbone. Et la forêt, pour le cadre du Congo, c'est au moins un demi-hectare. Lorsque vous avez des arbres sur 0,50 hectares, sur un demi-hectare, pour le cas de la République du Congo, vous êtes déjà dans le cas de la forêt parce que ces arbres-là, sur cette étendue de demi-hectare, vont être comptabilisés donc avec ce qu'on appelle l'inventaire forestier. Ce n'est pas compliqué l'inventaire forestier. On prend la circonférence et on prend si possible la hauteur de l'arbre, mais on n'est pas obligé de prendre la hauteur des arbres puisque nous avons des équations qui permettent de calculer la quantité de carbone seulement avec le diamètre de l'arbre. Donc, en prenant seulement la circonférence de l'arbre, on peut déjà estimer le volume de carbone qu'il y a dans un arbre. Donc, pour le commun de mortels, pour la population lambda, c'est simplement se rassurer que sa forêt existe. Ça peut être une forêt naturelle, mais ça peut être aussi une forêt plantée. Et le cas du Congo, une opportunité énorme a été donnée à tous les Congolais, à tous les résidents du Congo, de planter des arbres. Nous avons la Journée nationale de l'arbre. Nous avons aussi un grand programme que nous appelons le Programme national d'afforestation et de reboisement, le PRONAR. C'est l'occasion pour le secteur public, le secteur privé, l'occasion pour les communautés, l'occasion pour ces personnes physiques et morales de créer des étendues de forêt de manière à aller vers le marché carbone. Le marché carbone, c'est le marché d'avenir demain. Aujourd'hui, on parle du pétrole parce que nous avons des prix de pétrole. Il y a quelques années, le baril de pétrole était à plus de $100. Ça faisait la fierté et le bonheur des pays forestiers, des pays pétroliers. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le carbone forestier. Demain, il suffit seulement que le prix de la tonne équivalent carbone passe de $5 à $1000 pour que ceux qui sont sur le marché carbone trouvent les avantages de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, les avantages de REDD+. Donc, le marché carbone, c'est le marché de l'avenir. Parce que le carbone, il est là dans les arbres. Nous avons des milliers d'arbres. Vous voyez par exemple ici à Brazzaville, on l'appelle Brazza la verte. Brazza est pratiquement dans les arbres. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces arbres-là? Nous avons des forêts naturelles. Nous avons des forêts plantées. Et c'est au lieu de laisser ces forêts vieillir sans tirer les avantages financiers de ces forêts, on peut les mettre dans les crédits de carbone de manière à ce qu'on tire les avantages financiers parce que l'arbre, il faut l'entretenir. L'arbre, il faut le conduire. Le conduire avec quels moyens? Vous voyez donc, il y a des opportunités qui sont données aujourd'hui avec la finance carbone de rentrer
dans les marchés carbone, donc on vendait le carbone, mais aussi de rentrer dans les compensations carbone, comme le Brésil a eu 1 milliard de dollars américains de la Norvège. C'est une compensation, comme le Brésil, l'Indonésie a eu 1 milliard de dollars avec la Norvège, c'est des compensations. Donc le Congo, qui est un bon élève en matière de gestion forestière durable, doit tout faire pour drainer les financements internationaux de manière à ce que ces financements-là viennent booster l'économie nationale. Donc nous pouvons, à partir du carbone forestier, qui est devenu un produit de la diversification économique, faire en sorte que nos arbres demain soient pris comme, comme de l'or aujourd'hui, parce que ça produit des valeurs économiques et aussi écologiques et sociales. Merci beaucoup. Le temps étant imparti, je vais vous poser peut-être l'une des dernières questions. D'une manière plus pratique, vous l'avez dit, qu'au Congo est considéré comme forêt lorsque la superficie exploitée ou bien la superficie mise en place équivaut à demi-hectare. Maintenant, quelle peut être la quantité du carbone qui peut contenir un demi-hectare pour des forêts jeunes et pour des forêts âgées? Très bonne question. Là, la quantité de carbone va dépendre du volume des arbres. Si vous avez des petits arbres ou si vous avez des gros arbres, ça dépendra du volume des arbres. Donc, c'est simplement pour dire qu'on ne peut pas prétendre vendre le carbone si on n'a pas fait la comptabilisation des arbres, si on n'a pas fait l'inventaire forestier, parce que l'inventaire forestier va permettre déjà de savoir quel type d'arbres nous avons dans notre demi-hectare et quelle est la taille de ces différents arbres-là. Donc c'est ce travail-là qui n'est pas en fait compliqué, ça peut être fait par les communautés parce que même lorsqu'un paysan commence à faire sa plantation, le paysan de façon virtuelle délimite sa plantation, c'est le nombre d'arbres qu'il y a en forêt, qu'il y a dans sa plantation, abat certains arbres, mais là, déjà, une comptabilisation peut être faite et comme j'ai dit, la comptabilisation, la quantité de carbone dépend des espèces qu'il y a là, du volume des arbres qu'il y a dans cette zone, quel que soit leur âge. Merci, monsieur le coordonnateur. Enfin, si vous aviez une recommandation à faire, ou bien vous avez un dernier mot à dire, qu'est-ce que le peuple qui vous suit peut retenir de tout ce que nous avons échangé? Le mot de fin, c'est juste dire que le Congo, la République du Congo, a atteint la phase 2 et la phase 3 de la REDD+. Donc nous sommes appelés à aller aux différents guichets financiers qui ont été mis en place dans le cadre de la REDD+. Allons vers ces guichets parce qu'aucune banque ne viendra vers nous pour nous donner l'argent. C'est nous qui devons aller vers ces banques pour prendre l'argent. Il y a des fonds qui sont disponibilisés pour la REDD+, et la République du Congo est rentrée dans la phase 2, la phase d'investissement, la phase 3, la phase de paiement. Donc il revient au secteur public, aux différents ministères compétents en la matière, il revient à la société civile, il revient aux communautés d'aller mobiliser la finance internationale dans le cadre du carbone, dans le cadre du climat, de manière à rendre opérationnelle la REDD+ au niveau du Congo. Et ça, les banques ou les guichets internationaux mis en place dans le cadre du climat attendent que les pays et les partenaires arrivent à ce niveau. Donc c'est une interpellation. La Journée nationale de l'arbre, c'est une occasion pour donner à chaque Congolais de planter au moins un arbre, mais c'est l'occasion pour les Congolais de profiter de la Journée nationale de l'arbre pour avoir des lopins de forêt qui peuvent demain faire l'objet des transactions carbone. Donc le processus est ouvert à tous et le marché du REDD+ est, comme on dit, est une opportunité que chaque citoyen peut profiter pour tirer les avantages de la REDD+ et du climat.